Bonsoir, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité de ce 22h. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé en Éthiopie pour prendre part à la 39e session du sommet de l'Union africaine. Également dans l'actualité, le ministre de la Communication a salué aujourd'hui l'initiative de l'UPF de valoriser le journalisme de qualité. Et en fin de journal, nous verrons donc ces nouvelles escalades israéliennes en Cisjordanie et des vagues de condamnation de la part des pays arabes et internationaux. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est rendu aujourd'hui à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il prendra part aujourd'hui 12 jusqu'au 15 février aux travaux du 39e sommet de l'Union africaine ainsi qu'au 2e sommet Italie-Afrique qui se tiendra demain à Addis Abeba. Cette 39e Assemblée de l'Union africaine mettra particulièrement l'accent sur l'eau, l'assainissement durable dans le cadre de l'agenda 2063 et la promotion de la résilience climatique au service d'une prospérité partagée. Plus de 39 chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh ainsi que le secrétaire général adjoint des Nations Unies prendront part au sommet de l'Union africaine. À son arrivée à l'international aéroport Bolé d'Addis Abeba, le président de la République a été accueilli chaleureusement par une délégation éthiopienne de haut niveau. La requête relative à l'accès des pays africains à de fonds de compensation sur le principe de problématiques nées du climat et les voies et moyens, notamment pour notre continent, de tirer le meilleur parti de son statut de nouveau membre permanent du G20, sont également associés à l'ordre de cette réunion de l'Union africaine. Rappelons que la paix, la sécurité, l'intégration régionale à travers le prisme particulier de la mise en œuvre de la zone africaine de libre-échange seront également longuement abordées au cours de cette assise de l'organisation panafricaine.
retour à Djibouti où nous allons directement dans la localité de Ali Adé qui a vibré au rythme d'une ferveur populaire exceptionnelle lors d'une cérémonie de soutien d'envergure dédiée au président de la République Ismaël Omar Guelleh. L'événement mûri, préparé par soin par les habitants a été stratégiquement organisé avec orchestré avec la Semaine nationale de la solidarité, créant ainsi une synergie symbolique entre l'engagement citoyen et l'action gouvernementale. À son arrivée, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismaël Abdo, a été reçue avec les honneurs par les autorités de la région et la population de la sous-préfecture de Ali Adé. Ainsi, la ministre a répondu positivement à l'invitation de cette population. C'est également le centre de développement communautaire qui a été le point de ralliement de cette manifestation qui s'est transformée en un véritable théâtre d'unité nationale où le pari de la mobilisation a été largement remporté. Et prenons la parole à cette occasion, les élus locaux, par les voix de leurs leaders communautaires, s'élèvent avec une clarté sans équivoque. Un élu local à respecter de la région a réaffirmé leur position commune, un soutien total à la vision politique de la nation et une adhésion pleine et entière à la poursuite de développement sous l'impulsion du président. Les deux leaders ont martelé que le futur de Ali Adé est intrinsèquement lié à la stabilité du sommet de l'État et ils soutiennent également leur président Ismaël Omar Guelleh. Prenons la parole à son tour. Les leaders de cette communauté de Ali Adé, dont les députés de la région d'Ali Sabi, ont pris la parole. Leur message a transcendé les enjeux locaux pour s'inscrire dans une dimension nationale, confirmant que la région Assajouk reste le bastion de la fidélité au chef de l'État. Les députés ont d'abord tenu à saluer la cohésion entre les élus, les notables de Ali Adé, soulignant que cette unité est le moteur du développement régional. Pour sa part, le président du conseil régional, M. Charmaki Hassan Alale, a pris la parole avec les autorités que lui confère sa gestion de proximité. Son intervention a porté sur une dimension exécutive et pragmatique. D'un temps déterminé, le président du conseil régional a clôturé la tribune en dressant un pont entre les aspirations citoyennes et l'action gouvernementale. Il a tenu à rappeler que les régions disposent aujourd'hui de budget, de pouvoir décisionnel accru. C'est grâce à la volonté politique du président Guelleh. Pour le président du conseil régional, l'enjeu dépasse les simples infrastructures. Il s'agit de protéger l'héritage de stabilité qui permet à Djibouti de rayonner. Et place cette fois à la cérémonie de clôture et notamment par la remise de présents. En effet, la cérémonie s'est clôturée par la remise d'agrément au comité de CGC des femmes des groupes actifs de ce programme et des présents étaient remis à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismaël Abdo. C'est l'animation de cette journée haute en couleur était assurée par des artistes de la région et de la sous-préfecture de Ali Adé que nous vous proposons de suivre.
Dans le reste de l'actualité, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, en collaboration avec Sanofi, a organisé ce matin à Ela la cérémonie de clôture de l'atelier du projet de lutte contre les maladies non transmissibles. La cérémonie s'est déroulée en présence de Monsieur le ministre de la Santé, de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que de Madame Deqa Ahmed Roblé, directrice générale de la CNSS, aux côtés des responsables du secteur de la santé et des partenaires techniques de ce programme. Cet atelier marque l'aboutissement d'un partenariat triennal visant à renforcer les capacités du système de santé djiboutien dans la prévention, le diagnostic, la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension et certaines pathologies telles que l'oncologie. Grâce à ce programme, des centaines de professionnels de la santé ont bénéficié de formations spécialisées en contribuant à une amélioration significative des compétences et un meilleur accès aux médicaments essentiels. Cette cérémonie de clôture vient consacrer les résultats obtenus et réaffirmer l'engagement de la CNSS et de ses partenaires à poursuivre les efforts en faveur de la prise en charge plus efficace, durable des maladies non transmissibles à Djibouti. Son intervention, la directrice de la CNSS, Mme Deqa Ahmed Roblé, a souligné l'importance de ce partenariat stratégique avec Sanofi qui permet, a-t-elle dit, de renforcer durablement les capacités des professionnels de santé et d'améliorer également la prise en charge des maladies non transmissibles. Vous savez tous que les maladies non transmissibles, aujourd'hui, constituent un fléau majeur. Elles ne fragilisent pas uniquement la santé des individus, elles affectent les familles, la productivité nationale, la soutenabilité de nos systèmes de protection sociale et au fond l'équilibre même de nos sociétés. Agir contre les maladies non transmissibles, c'est donc agir pour le développement durable de notre nation, pour la protection de notre capital humain et pour la consolidation de notre modèle social. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que la réduction significative de la mortalité prématurée liée aux maladies non transmissibles d'ici 2030 constitue un engagement mondial inscrit dans les objectifs de développement durable. Cet engagement nous concerne tous, nous oblige. La Caisse nationale de sécurité sociale a, comme je l'ai dit, opéré un choix stratégique. Passer d'une logique essentiellement curative à une approche intégrée fondée sur le renforcement des capacités, la prévention structurée et l'amélioration durable des parcours de soins. Aux côtés de Sanofi Global Health Unit, nous avons construit un partenariat reposant sur une conviction simple, celle de la solidité, de mettre en place la solidité d'un système de santé qui tiendrait autant à la compétence de ses professionnels de santé qu'à la disponibilité des traitements et à la robustesse de son organisation. Les résultats parlent aujourd'hui d'eux-mêmes. En 3 ans, plus de 300 professionnels de santé djiboutiens ont pu être formés. Les évaluations attestent une amélioration substantielle des connaissances, jusqu'à plus de 47% en diabétologie et néphrologie, plus de 38% en cardiologie, jusqu'à 48% dans la prise en charge du diabète chez les personnels paramédicaux. Ces progrès, donc, ne relèvent pas de la statistique abstraite, mais signifient des diagnostics plus précoces, des traitements mieux adaptés, des complications évitées et ainsi des vies préservées. Ce partenariat a donc permis de renforcer la résilience de notre chaîne d'approvisionnement en garantissant un accès plus stable et équitable aux médicaments essentiels. Depuis 2022, ce sont 29 000 patients à Djibouti qui ont pu accéder à des traitements contre les maladies non transmissibles grâce à cette collaboration. 29 000 parcours de soins rendus ainsi possibles. L'ensemble de ces résultats consacre la force d'une synergie fondée sur la responsabilité publique, la clarté de la vision stratégique et l'exigence constante d'un impact durable. Lorsque les institutions nationales et l'expertise internationale conjuguent leurs efforts dans une cohérence assumée, ce sont les fondements même de notre système de santé qui se consolident au bénéfice direct de nos concitoyens. À Djibouti, donc, depuis la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, notre responsabilité a été claire, celle d'étendre la couverture
médicale à tous, améliorer la qualité des soins et garantir la soutenabilité financière du système de sécurité sociale. Et la lutte contre les maladies non transmissibles s'inscrit dans cette ambition. Mesdames et messieurs, cet atelier de clôture ne marque pas donc la fin d'un engagement, il en constitue une étape. Les enseignements tirés de ces 3 années guideront nos orientations futures, vont nous aider à approfondir la prévention, à structurer durablement le parcours de soins chroniques, à renforcer la formation continue, à intégrer les innovations au service du suivi des patients. Et nous prendrons l'engagement d'inscrire cette dynamique dans la durée. Ce projet constitue aujourd'hui une réussite collective, fondée sur la collaboration, la synergie des compétences et la convergence des visions. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a rappelé que la lutte contre les maladies non transmissibles constitue une priorité nationale, notamment face à la progression du diabète, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires, en saluant également les résultats concrets obtenus grâce à ce programme. Je voudrais, avant d'entamer mon allocution, saluer la collaboration entre la CNSS et Sanofi Global Health Unit dans la lutte contre les maladies non transmissibles. À cette occasion, je partage ma grande satisfaction de voir l'ensemble des acteurs du système de santé djiboutien, du public, parapublic et du privé, œuvrant dans le domaine de la formation des professionnels de santé, la sécurisation des médicaments pharmaceutiques et la prise en charge des maladies non transmissibles. La formation continue joue un rôle important et décisif dans l'amélioration de l'offre de soins. Je voudrais ici saluer tous les professionnels de santé qui ont suivi cette formation. Les maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, les maladies respiratoires, constituent aujourd'hui l'un des défis les plus pressants auxquels fait face notre système de santé. Leur impact dépasse le cadre sanitaire. Elles affectent la productivité, fragilisent les ménages et exercent une pression croissante sur les finances publiques. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République de Djibouti a fait le choix d'agir clair. La lutte contre les maladies non transmissibles figure désormais au cœur de nos priorités nationales, avec une approche fondée sur la prévention, le renforcement des capacités, l'amélioration de la qualité de soins et l'accès équitable au traitement. Le ministère de la Santé a entrepris une série d'activités pour une meilleure prise en charge des MNT, à savoir l'élaboration et la validation des différentes stratégies de planification et de mise en œuvre, la création d'un centre de suivi et de traitement pour les jeunes diabétiques à BK12. Le traitement, la prise en charge, le dépistage des jeunes diabétiques dans ce centre sont exclusivement gratuits. Au niveau du CHU de Djibouti, l'ouverture d'un centre de prise en charge des pathologies cardiovasculaires et neurologiques à l'hôpital général Pelletier. Dans ce même contexte, le ministère de la Santé a augmenté la capacité de traitement des patients dialysés par le renforcement de l'unique centre de dialyse qui était localisé au niveau de Pelletier, par la décentralisation de la prise en charge des personnes dialysées dans les régions de l'intérieur, à savoir Ali Sabié et Tadjoura. Nous allons cette fois à Samara en Éthiopie pour parler culture. En effet, le centre de conférence Sultan Anfari Ali Mirah a accueilli une conférence de débat régional consacrée au patrimoine culturel afar. Un accent particulier a été mis sur le processus d'inscription du Mad'a sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
La cérémonie s'est déroulée en présence de hautes autorités politiques traditionnelles de la Corne de l'Afrique, dont le président de l'État régional Afar d'Éthiopie, la ministre éthiopienne des Sports et de la Culture, Nafis El-Mahdi, ainsi que de représentants coutumiers, des notables, des experts, des intellectuels venus de Djibouti, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Une importante délégation djiboutienne a également pris part à l'événement. Elle était conduite par le secrétaire général de la primature et président du comité national de supervision du Mada'a Afar, Naguib Abdallah Kamel, accompagné du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, représentant également le département de la jeunesse et de la culture, des parlementaires djiboutiens, l'ambassadeur Mohamed Ali était également présent. Lors de cette journée, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celui du président du comité de supervision du Mada'a, du ministre Mohamed Abdelkader Moussa Halem et de son Altesse le Sultan Ali Mirah Ahmed Ali Mirah, appelant à la préservation et à la transmission de ce patrimoine immatériel face aux mutations contemporaines. Et place cette fois à la série des discours, dont le discours du président de la région d'Afar d'Éthiopie.
Permettez-moi à cette occasion de souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à nos frères et sœurs djiboutiens représentés à cette importante rencontre par une délégation officielle de haut niveau conduite par M. Negib Abdallah Kamel, secrétaire général de la primature et président du comité technique de supervision et de coordination du Mad'a Afar. Je salue également la présence de M. Mohamed Abdelkader Moussa, ministre de l'Environnement et des honorables parlementaires, membre de la délégation. Sans oublier son Excellence, M. Mohamed Al-Issi, ambassadeur de la République de Djibouti à Sanaa. Leur présence parmi nous témoigne de l'importance que la République de Djibouti accorde à cette initiative historique. L'inscription du Mad'a Afar constitue en réalité une initiative noble, audacieuse de la République de Djibouti qui a pris l'engagement solennel de jeter les bases d'un droit coutumier Afar harmonisé en associant à cette démarche toutes les parties concernées, à savoir Djibouti, l'Érythrée et l'Éthiopie. Le déplacement de nos frères djiboutiens à Semera, capitale de l'État régional Afar, illustre clairement leur ambition et leur ferme détermination à fédérer l'ensemble du peuple Afar autour d'un objectif commun: préserver, sauvegarder, valoriser notre patrimoine culturel dans toute sa richesse, diversité, agir de manière concertée afin d'obtenir la reconnaissance internationale du droit coutumier Afar par l'UNESCO. Je tiens à féliciter l'ensemble des responsables politiques, administratifs et coutumiers qui ont œuvré sans relâche pour la réussite de cette rencontre tripartite tant souhaitée. Leur engagement démontre que l'unité, le dialogue et la coopération sont les piliers indispensables à la sauvegarde de notre héritage commun. À travers Monsieur le secrétaire général de la primature, j'adresse mes sincères félicitations et mes remerciements au gouvernement et au peuple djiboutien pour cette initiative exemplaire. Et quant au secrétaire général de la primature, Negib Abdallah, il a rappelé que le processus d'inscription du Mad'a Afar auprès de l'UNESCO a été lancé en 2023 à l'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ces processus déjà engagés requièrent encore des échanges constructifs et un consensus tripartite afin d'aboutir à une finalisation concrète, concertée, pleinement partagée. Permettez-moi d'exprimer mes remerciements les plus sincères au gouvernement éthiopien et à travers lui aux autorités de l'État régional Afar pour l'accueil chaleureux, fraternel, exemplaire qui nous a été réservé depuis notre arrivée à Semera. Constitue la clé de la légitimité de la réussite de notre initiative. La première conférence consacrée au Mad'a s'est tenue à Tadjoura en marge de la deuxième édition du Festival culturel régional en 2024. Depuis, une vaste tournée de concertation, de sensibilisation, d'information a été menée dans les régions de l'intérieur afin de rencontrer les chefs coutumiers et les responsables administratifs. C'est dans un esprit de dialogue, de concertation que nous avons effectué ce déplacement à Semera, à l'aimable invitation des autorités locales. En ma qualité de président du comité technique de supervision et de coordination du Mad'a Afar, je réitère aujourd'hui mon appel à l'unité, au respect du droit coutumier. Afar, véritable pilier de notre société. Une action concertée, coordonnée pour obtenir sa reconnaissance internationale. Cette reconnaissance doit s'inscrire dans le respect du bon voisinage, dans le renforcement de la coopération régionale, dans la préservation de la paix et de la stabilité, valeurs essentielles pour notre région. Et quant au ministre de l'Environnement, il a indiqué que le Mad'a Afar n'est pas seulement un corpus de règles coutumières, il est l'expression d'une philosophie sociale profondément enracinée dans le respect de la dignité humaine, de l'équilibre communautaire, de l'harmonie avec la nature. Ce système juridique harmonisé et normatif intègre, a-t-il dit, donc le droit des femmes, des hommes, garantit les libertés individuelles et collectives, reconnaît les droits publics comme des éléments indissociables de l'ordre social. Il incarne également une vision équilibrée de la justice fondée sur l'équité, la responsabilité, la solidarité. C'est dans cet esprit de dialogue, de respect mutuel et de responsabilité partagée que nous avons effectué ce déplacement à Semera à l'invitation des autorités locales. Aujourd'hui, je lance un appel, a-t-il indiqué, à l'unité et au respect du droit coutumier Afar, véritable pilier de notre société, une action concertée et coordonnée pour obtenir sa reconnaissance à l'international. Et autre discours que nous vous proposons de suivre, c'est celui du fils donc de Ali Mirah, lors de cette conférence débat consacrée au Mad'a Afar. C'est pour moi un grand honneur et une immense fierté de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement officiel de la conférence débat consacrée au Mad'a Afar, qui se tient aujourd'hui au centre conférence Hanfaré Ali Mirah à Semera.
Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la chaleureuse bienvenue à la délégation djiboutienne conduite par M. Naguib Abdallah Kamil, président du comité technique supervision et de coordination du système juridique Afar pour son inscription à l'UNESCO. Je salue également la présence distinguée des sultans Afar, des chefs coutumiers et des notables, ainsi que celle des historiens, professionnels, la culture, des écrivains et des intellectuels réunis à cette importante rencontre. Votre présence nombreuse est engagée témoigne de la ferme détermination du peuple Afar de Djibouti et d'Éthiopie, d'Érythrée, à faire entendre sa voix en tant que peuple uni, fier de son histoire, sa culture riche et diversifiée, fondée sur un code juridique harmonisé, plus connu sous l'appellation d'Afar. Elle est de notre devoir moral et civique d'apporter chacun notre contribution à cet édifice commun, à œuvrer main dans la main, de manière concertée, de la reconnaissance internationale de notre continuité auprès des institutions internationales, notamment l'UNESCO. Il va de notre responsabilité, mais aussi de notre honneur, d'agir avec respect, rigueur et détermination. Nous partageons un objectif commun, un dénominateur commun, une identité linguistique, culturelle, géographique, historique et juridique qui nous unit au-delà des frontières. C'est pourquoi j'insiste avec force sur l'importance de l'union, de la cohésion et d'une cohabitation pacifique et harmonieuse entre nous-mêmes, avec toutes les communautés de la Corne de l'Afrique, dans un esprit de paix, de respect mutuel et de coopération régionale et culturelle. Quant à la ministre éthiopienne de la Culture, Nafisa El Mahdi, elle a rappelé que le Mad'a constitue l'expression du droit coutumier Afar, reconnu et respecté dans la région. Cette occasion solennelle et devant cette auguste assemblée, je tiens à rappeler avec force que la tradition et la culture Afar ne sont nullement récentes. Elles plongent les racines dans la profondeur des siècles depuis l'émergence même du peuple Afar et ont traversé les âges en connaissant des évolutions notables sans jamais perdre leur essence ni leur authenticité. Le Mad'a Afar constitue l'expression la plus accomplie de ces patrimoines vivants. Il représente le droit coutumier qui forme le pilier fondamental de la société Afar, communément désignée sous le nom de Afaré. Ces systèmes normatifs ancestrales reposent sur des principes d'équité et de responsabilité collective. Il garantit le droit de chacun, sans distinction de sexe, d'origine tribale ou ethnique, de race ou de rang social. Plus encore, le Mad'a Afar incarne une vision harmonieuse de la coexistence. Il régit non seulement les relations humaines, mais établit également de règles précises pour la gestion du pâturage et des ressources naturelles, traduisant ainsi un profond respect de l'environnement et du vivant. L'UPF, l'Union de la presse francophone à Djibouti, a organisé aujourd'hui une cérémonie pour la remise de son prix de la presse en présence du ministre de la Communication, de nombreux acteurs du paysage médiatique local. L'événement s'est tenu dans une ambiance à la fois solennelle, conviviale, visant à récompenser l'excellence, l'éthique et le professionnalisme des journalistes djiboutiens dans un contexte où l'information joue un rôle central dans le développement de la société. Au cours de la cérémonie, le ministre de la Communication a salué l'initiative de l'UPF, soulignant l'importance de valoriser les talents locaux, d'encourager le journalisme de qualité, moteur de transparence, de démocratie. De son côté, le président de l'UPF a rappelé que cette distinction constitue une reconnaissance du travail, de l'engagement des journalistes au service de l'information. Le premier prix a été décerné à notre confrère de la RTD, le journaliste Khadir Guedi, lauréat choisi pour leur rigueur, leur créativité et leur contribution à l'information locale, ont reçu des trophées et des certificats honorifiques, marquant ainsi un jalon important dans leur parcours professionnel. Et des métiers de l'information dans notre pays. Lorsque ce prix a été lancé il y a une décennie, notre ambition était simple mais exigeante. Reconnaître le mérite, encourager l'excellence et créer une émulation saine au sein de la presse djiboutienne. Et à cette occasion, l'ambassadeur de Chine à Djibouti a fait un discours que nous vous proposons de suivre. Au cours de l'année écoulée, tous ces collègues des médias avaient documenté de manière vivante par votre plume, vos micros, vos caméras, les trajectoires remarquables de Djibouti dans tous les domaines,
économie dynamique, société unie et des cohésions culturelles vivantes, peuple amical, hôpital, un pays en faveur de la paix dans la région tourmentée. Dans le même temps, vous avez également présenté au peuple djiboutien les évolutions du monde extérieur, notamment de la Chine. En tant qu'ambassadeur de Chine à Djibouti, je vous remercie sincèrement pour votre reportage. Quant au ministre de la Communication, Redouane Abdillahi Bahdoun, l'a rappelé l'importance de valoriser, d'encourager le journalisme de qualité, moteur de transparence et de démocratie. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix de la presse 2026, organisée par l'Union de la presse francophone de Djibouti. Cet événement, devenu au fil des années un rendez-vous majeur de notre paysage médiatique, célèbre l'excellence, l'engagement et le sens du devoir au service de l'information. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement la présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Hu Bin. Sa participation à cette cérémonie témoigne de l'importance accordée à la coopération culturelle et médiatique, ainsi qu'au dialogue entre le peuple à travers l'information et la communication. Les lauréats que nous honorons aujourd'hui incarnent la diversité et la richesse des médias de la presse djiboutienne. Ils sont animateurs, journalistes, producteurs, imprimeurs ou plumes de la presse écrite. Certains travaillent à l'antenne, d'autres dans l'ombre des ateliers ou des salles de rédaction. Tous partagent cependant une même exigence, celle du travail bien fait, de la rigueur personnelle, professionnelle et du respect du public. À travers leur parcours, c'est toute une génération de femmes et d'hommes des médias qui est mise à l'honneur, des professionnels qui ont su gravir les échelons avec patience, souvent formés sur le terrain, portés par la passion du métier, l'attachement aux langues nationales et la volonté de donner la parole aux citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Leur engagement quotidien contribue à renforcer la crédibilité de nos médias et à consolider la confiance du public. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à l'Union de la presse francophone de Djibouti, dont le rôle est essentiel dans l'animation, la structuration et la valorisation du secteur médiatique. Et à l'issue de cette journée de remise de prix, nous avons recueilli pour vous cette réaction de la directrice de l'imprimerie. Je suis très fière ce matin d'assister à cette cérémonie de remise de prix organisée par l'Union de la presse francophone. Nous sommes très honorés que l'imprimerie nationale fait partie des lauréats et nous avons été distingués. C'est un de nos imprimeurs qui a été aujourd'hui distingué et on est très fiers. Ça prouve que le métier de l'imprimeur a été reconnu. Et franchement, je suis très, très honorée d'assister et de remettre en personne ce prix-là à un de nos employés qui mérite tous les applaudissements aujourd'hui. Et je remercie beaucoup le ministre de la Communication, l'ambassadeur de Chine et également le président de l'Union de la presse francophone. La mairie de la ville de Djibouti a organisé aujourd'hui une cérémonie de soutien officielle et unanime à la candidature au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en perspective de l'élection présidentielle prévue au mois d'avril 2026. La cérémonie officielle s'est déroulée dans le cadre du prestigieux Palais du Peuple, sous le haut patronage du ministre Kassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation, du maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, en présence des membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, des autorités civiles et politiques revêtant une forte
portée symbolique et institutionnelle, l'événement a rassemblé une assistance nombreuse, des invités de marque composés de membres du gouvernement, des élus locaux, des représentants des conseils des quartiers, des leaders communautaires ainsi qu'un public venu exprimer son attachement profond à la stabilité institutionnelle, à la continuité de l'action publique et à la vision stratégique portée par le chef de l'État. Cette cérémonie a vu la présence de prestigieux invités, dont notamment les membres du gouvernement, dont faisait partie le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmad, de nombreux invités, donc des personnalités civiles, des chefs de quartier qui étaient présents lors de cette journée de soutien au président de la République. Saisissant cette occasion, Al-Hajj Abdurrahman Ahmad Taha a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il a exprimé tout d'abord sa fierté, son honneur de participer à cet événement, soulignant qu'il s'agit là d'un moment national où se mêlent sentiments de fierté, de gratitude, de responsabilité. Il a déclaré « C'est pour moi un honneur de m'adresser à vous en mon nom propre et au nom de la mairie, de ses notables, de l'ensemble du peuple djiboutien. » Il a adressé également ses chaleureuses salutations au président de la République, symbole, a-t-il indiqué, de stabilité, exprimant sa profonde reconnaissance de tout ce qu'il a accompli. Il a également indiqué que le peuple djiboutien a accueilli avec grande joie l'annonce de l'acceptation par le président de la République de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, affirmant que tout avancement est donc à ses côtés avec détermination afin de poursuivre la marche de la construction et du développement. Il a également souligné l'importance de la stratégie adoptée par la politique étrangère du chef de l'État, la qualifiant d'équilibrée, judicieuse, en raison de son rôle essentiel dans le renforcement de la position du pays, de la consolidation de sa présence sur la scène régionale internationale. Le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a également prononcé un discours à cette occasion. Vous avez manifesté aujourd'hui avec éclat et avec la plus grande énergie votre soutien unanime et sans réserve au candidat du peuple, au candidat du consensus, M. Ismaïl Omar Guelleh. Vous avez raison de faire ces choix. Vous avez raison de soutenir haut et fort le président, car il a fait de la décentralisation l'un des piliers essentiels de son action, et c'est de son accession à la magistrature suprême. Il a compris, avec une vision avant-gardiste, que nos régions ne pouvaient se réaliser sans la pleine implication des Djiboutiennes et des Djiboutiens. La décentralisation pour le président de la République, c'est une conviction profonde qui se traduit par une implication réelle des élus et des actes
concret. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui ici. Grâce à la politique de la décentralisation et les différentes réformes dans le cadre des processus, vous êtes, chers élus des Rasdika, des Bouhos, des Balbala, des acteurs majeurs de la gestion administrative de vos communes et de tous les projets de développement portés par le gouvernement. Avec le renforcement des instances locales, le président a consolidé notre tissu social. Il a permis à chaque élu, à chaque chef de quartier et à tous autres leaders d'opinion communautaire de devenir des relais directs et respecter des aspirations de notre population. Choisir les candidats UEG, c'est choisir la stabilité, la paix et la cohésion sociale pour l'achèvement de tous les grands chantiers de modernisation de notre capitale et de notre pays. Soutenir UEG, c'est faire les choix de l'expérience, de la sagesse et d'un leadership rassurant face à l'incertitude. Chers amis, vous avez fait ce matin une démonstration de force et de conviction pour exprimer haut et fort votre choix. Vous êtes en train d'afficher votre fidélité sans faille à l'homme qui a su préserver notre pays, notre havre de paix dans une région tourmentée et qui œuvre jour après jour à son développement. Aussi, en tant que membre du gouvernement, je me permets de vous exprimer à toutes et à tous mon nom propre, mes sincères remerciements pour cette mobilisation grandiose. Le ministère des Affaires islamiques et des biens Waqf, à travers le Conseil islamique, a organisé une conférence religieuse à la mosquée de Doha, dans le quartier 7. Cette rencontre a été animée par le Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, connu sous le nom de Shamsuddin, président de la haute comité de la fatwa du Conseil islamique également, ainsi que de Cheikh Abdullahi Youssouf, éminent ulama de la République fédérale de Somalie. Leur intervention riche et approfondie ont suscité un grand intérêt et une forte interaction de la part du public. Dans leurs interventions, ils ont exposé de meilleures manières d'accueillir ce mois béni du Ramadan, soulignant que la véritable préparation repose sur le renouvellement de l'intention sincère, le repentir, la purification des cœurs de toute rancune, l'organisation du temps obligatoire religieux, des prières quotidiennes ainsi que la multiplication de la lecture du Coran. Dans l'actualité internationale, ces nouvelles escalades israéliennes en Cisjordanie qui ont suscité une vague de condamnation de la part d'États arabes et au niveau international. Ces déclarations publiées par le bureau du ministre israélien des Finances, figure de l'extrême droite, qui a suscité une vive controverse après qu'il a affirmé que le gouvernement israélien continuera d'enterrer l'idée d'un État palestinien. Plusieurs pays arabes ont également condamné ces mesures, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Égypte, qui ont exprimé leur rejet de toute initiative unilatérale susceptible de modifier le statut juridique historique du territoire palestinien. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.